Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu moins joyeuse que les autres comme vous aurez pu voir dans le titre. Je sais pas encore quel titre je mettrai mais je voulais parler de mon ressenti en ce moment sur ma maladie, donc mon endométriose. C'est vrai que j'avais fait qu'une seule vidéo à ce jour sur ce sujet, je vous la mettrai dans le petit i. C'est la vidéo où je parle de comment s'est passé l'IRM, etc. Donc c'était vraiment tout frais. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler déjà d'un livre que je vous ai présenté aussi dans ma dernière vidéo All Emmaüs, qui est le livre de Laetitia Milo, Le bébé c'est pour quand. J'ai même pas en fait terminé, j'en suis à un petit peu plus de la moitié en 2 jours, voilà, j'ai tout dévoré. Sauf que ce livre il m'a un petit peu déprimée en fait hier soir. J'ai commencé à atteindre la partie des témoignages en fait où Laetitia rencontre des personnes de l'association Endo France et où elle relate en fait toute l'histoire de ces dames, de ces personnes qui ont eu des problèmes. Et en fait ça m'a complètement minée, c'est extrêmement pas positif. Après j'ai pas terminé le bouquin mais jusque là... Pour tout vous avouer, en fait, quand Flo est rentré du travail hier, genre vers 22h, je me suis écroulée, genre j'ai pleuré de ouf parce que il n'y a aucune solution en fait dans mon cas. Donc, avant de vous lire quelques extraits pour vous montrer un petit peu comme c'est compliqué, je vais vous relater assez brièvement, grossièrement mon histoire. Donc j'ai pris pendant plusieurs années des pilules, qu'elles soient microdosées ou macrodosées, pour qu'elles ne me donnent plus de règles. Donc j'ai pris notamment pendant 4 ans la pilule Luthéran. D'ailleurs il y a eu un communiqué, un grand communiqué Endo France hier, qui relate en fait les faits que les pilules Luthéran et Luténil ont des risques très très élevés de méningiome dans le cerveau. Donc voilà, je suis contente de l'avoir arrêtée il y a environ 1 an cette pilule. J'ai toujours eu mal pendant mes règles et j'ai toujours cru que c'était normal. Les gynécologues ne m'ont jamais prise au sérieux et m'ont toujours mise sous pilule, que ce soit en continu ou en pilule microdosée, pour faire s'atténuer les douleurs. Il y a 1 an, j'ai décidé d'arrêter cette pilule tout simplement parce que déjà je ne voulais plus d'hormones. J'ai beaucoup d'antécédents familiaux de cancer du sein et donc c'est préférable en fait pour moi de ne plus prendre d'hormones étant donné que je suis persuadée déjà que la pilule Luthéran m'a donné pas mal de nodules dans les seins. Tous les ans je vais faire surveiller ça. Voilà, c'est assez compliqué déjà de se dire que bon, j'ai 23 ans, j'ai déjà 3 nodules dans les seins. Mais là on en reste à un stade où c'est quand même bénin. Même si comme je vous l'expliquais dans ma vidéo J'arrête la pilule que je vous mettrai dans le petit i, j'ai eu un nodule quand même en ACR3. Donc voilà, actuellement je n'ai pas de contraception. Actuellement je ne peux pas en fait avoir de contraception autre que la contraception masculine. Le stérilet en cuivre n'est pas envisageable pour mon cas étant donné que j'ai déjà des règles hémorragiques. Quand je vous dis hémorragique, c'est un film d'horreur en fait. Je vous passe les détails mais c'est très compliqué. Je fais des prises de sang régulièrement pour mon fer étant donné aussi que je suis végétarienne. On préfère contrôler ça mais c'est un flux abondant plus, vraiment incroyable. Ensuite j'ai des douleurs atroces, mais atroces, à en faire des malaises, à pleurer, à ne plus pouvoir parler. La seule chose que je peux faire c'est rester dans mon lit et attendre que ça passe en agonisant, vraiment c'est horrible. Alors les médicaments ne font plus rien, avant je prenais Exacil pour limiter le flux, ainsi que Ponstil et j'ai décidé de tout arrêter parce qu'en fait ça n'arrangeait rien. Je voyais pas de différence. Autant au début, oui, ça faisait quelque chose, et je me suis rendu compte que mon corps s'habituait, donc ça ne fait plus rien du tout. On m'a proposé également de reprendre une pilule, ce à quoi j'ai répondu négativement, parce que je ne souhaite pas en fait reprendre de pilule. Que ce soit pour mon corps, j'ai pas envie de reprendre des hormones quand on voit déjà ce qui vient de tomber hier soir, le communiqué sur Luthéran et Luténil qui arrête les règles. Alors mon médecin m'a parlé d'Optimisette, je ne sais pas, et puis peut-être que dans 1 an il y aura le même communiqué sur Optimisette. En fait je dois choisir entre les douleurs agonisantes de mon endométriose ou alors le risque de développer soit un cancer du sein, parce que les pilules macrodosées, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo J'arrête la pilule, augmentent de 40% le risque de cancer du sein, et sachant qu'il y en a déjà énormément dans ma famille, j'ai un petit peu peur de tenter ça, et ça augmente également le risque de méningiome dans le cerveau. Donc voilà, c'est choisir le pire du pire et je n'en peux plus, et c'est pour ça qu'hier
je me suis vidée de tout mon soul parce que j'ai pleuré et je me suis dit mais je vais jamais y arriver, comment je vais faire. C'était surtout après avoir lu le témoignage de ces personnes. On m'a également proposé le stérilet avec des hormones, ce qui revient exactement au même en fait qu'une pilule. En fait tout ce qui est hormonal je ne peux pas, et la seule chose qui n'est pas hormonale c'est la contraception masculine ainsi que le stérilet en cuivre qui augmente les douleurs et le flux. Je vais vous lire maintenant, je crois qu'il y a 5 pages environ. L'histoire qui m'a le plus choquée, on va dire, c'est l'histoire de Marlène. Marlène, elle n'a pas réussi à devenir maman, du moins pas comme ça, corrige-t-elle aussitôt. Il y a tant de façons de devenir mère. L'histoire de l'endométriose de Marlène commence alors qu'elle est au lycée, en section sportive de basketball. Ses règles sont tellement douloureuses qu'elles la font vomir, voire parfois s'évanouir de souffrance. À plusieurs reprises, elle est évacuée par les pompiers. Incapable de trouver la cause de ces douleurs si violentes, les médecins qu'elle consulte alternent entre le paternalisme, c'est normal de souffrir pendant les règles, mais il faut quand même prendre un peu sur vous, et une légère inquiétude qui les pousse à la mettre sous pilule, ce qui a pour effet de rendre les règles plus supportables, mais ne suffit pas malheureusement à stopper la maladie. Les années passent, Marlène travaille dans une banque à Libourne et rencontre son compagnon actuel. Ils aimeraient bien avoir un enfant, mais ils ne s'affolent pas, ils ne sont pas pressés. Ils travaillent tous les deux beaucoup, subissent un stress professionnel intense, ont une vie sociale bien remplie, bref, ils pensent que ça viendra quand ça viendra. Mais la douleur au fil des années revient de plus en plus forte. Le cauchemar de l'adolescence reprend, encore plus cruel. Marlène ne compte plus les nuits passées dans les bains brûlants ou couchée sur le carrelage, à vomir, à pleurer, à se bercer doucement pour faire cesser les spasmes. À plusieurs reprises, son compagnon inquiet la conduit aux urgences, d'où elle ressort quelques heures plus tard avec une ordonnance pour des spasmes. Elle lit alors le doute dans son regard. Les médecins le lui répètent, c'est dans la tête. Selon eux, la douleur intense qu'elle ressent pendant les règles, pendant les rapports, ça n'existe pas ailleurs que dans sa tête. C'est grave quand même, genre des médecins qui disent ça. Marlène finit par y croire. Elle n'en peut plus d'entendre ou de deviner ce que pensent les gens. Encore malade? Quelle chochotte! Elle a encore ses règles? Il faudrait qu'elle voie un psy à la fin. Et ça, j'ai eu vachement peur en fait que mon entourage me dise ça et que surtout les gens au travail me disent ça parce que quand je suis pas là, bah oui, les gens prennent des nouvelles, alors qu'est-ce que t'avais? T'étais malade, t'avais une gastro, qu'est-ce qui se passe? Bah non, en fait, j'ai une maladie chronique, voilà, c'est mes règles, et quand j'étais pas encore diagnostiquée comme ayant de l'endométriose, je pouvais seulement dire que j'avais des règles douloureuses. Sauf que oui, bah on me répondait, oui, tu sais, moi aussi, voilà quoi. En mai 2013, une douleur nouvelle, assimilable à un point de côté qui ne passerait pas, tenaille Marlène. Elle pense alors à des calculs rénaux, elle souffre au point d'avoir mal à marcher, mais comme elle rentre de vacances, elle essaie de faire bonne figure au travail, jusqu'au jour où un client médecin, qui la connaît bien, voyant qu'elle boite, l'interroge. Devant l'explication qu'elle avance, celle des calculs rénaux, le médecin prend un air dubitatif. Passez me voir dans 30 minutes à mon cabinet pour que je vous examine, ça me paraît un peu plus bas pour un calcul rénal. Marlène se rend au cabinet et le médecin, alarmé par l'auscultation, lui prescrit une échographie en urgence. Dès le lendemain, elle se rend à l'hôpital et là, elle n'a pas besoin d'entendre les diagnostics pour deviner qu'il y a quelque chose de grave. Le médecin se décompose littéralement. Elle a 3 kystes aux ovaires de 7, 6 et 4 cm. Quand elle repense que 4 mois avant, elle ressortait des urgences avec une prescription de Spasfon. Soulagée, bien qu'un peu inquiète, de devoir subir une opération, Marlène croit que ça sera somme toute relativement bénin. Des kystes après tout, elle n'est pas la seule à en avoir, même si les siens sont particulièrement importants. Marlène est hospitalisée, on lui dit qu'elle devrait se réveiller vers midi. Quand elle émerge de son sommeil artificiel, elle demande l'heure à une aide-soignante, il est 15h30. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a duré aussi longtemps? Il y a un problème? Le médecin va venir vous voir. Mais tout va bien, le médecin va venir. Quelque temps plus tard, le médecin entre dans la chambre, visage fermé, les mains dans les poches, visiblement nerveuse et mal à l'aise. Elle n'y va pas par 4 chemins. Il va falloir faire le deuil de la maternité, je vous préviens. Pendant l'opération, tout a suivi, les trompes, les ovaires, tout. Mais je ne comprends pas, vous souffrez d'endométriose, d'adénomyose interne, votre vessie et votre rectum sont atteints. On n'a pas d'autre choix que de vous placer en ménopause artificielle. Marlène a 34 ans, apprend qu'elle vient de passer directement à la case ménopause, qu'elle n'aura pas d'enfant, que tout son ventre est gangréné. En l'écoutant me confier tout cela d'une voix claire et calme, j'ai la gorge qui se serre, mais je comprends ce sentiment lorsqu'elle m'explique que malgré l'horreur de la situation, une forme de jubilation la gagne, presque un sentiment de victoire, elle n'est pas folle.
À la suite de cette expérience traumatisante, Marlène fait ce qu'elle n'a jamais pensé faire auparavant, elle commence à surfer sur internet, se documente sur la maladie et découvre qu'elle n'est pas la seule, loin de là. Elle participe à des forums, à des rencontres amicales, échanger, enfin être comprise, c'est pour elle une véritable libération. Lors de ces rencontres, on recommande à Marlène de s'adresser à l'hôpital de Rouen où exerce une équipe très au fait de la maladie. Une opération est programmée, le médecin lui a prescrit de consulter auparavant un urologue pour se faire poser une sonde urinaire. Elle prend donc rendez-vous. Le spécialiste les reçoit à son cabinet, elle et son compagnon, et après avoir examiné Marlène, elle décrète que ça ne servira à rien. De toute façon, vous êtes morte à l'intérieur. Ensuite, je vais vous lire une dernière histoire, c'est celle qui m'a le plus marquée. Elle avait 11 ans quand ses règles sont arrivées et avec elle immédiatement la douleur. Les premiers temps, sa mère lui disait « c'est normal d'avoir mal, surtout au début » et elle lui donnait du Doliprane. Ça ne vous rappelle rien, mais Marie souffrait tellement que certains jours elle était incapable d'aller à l'école. Elle passait des nuits à se balancer dans son lit, elle prenait des bains bouillants pour essayer d'endormir la souffrance qui résistait aux antalgiques. Un peu inquiète, sa mère a fini par consulter le vieux médecin de famille de leur ville de province. L'expertise maternelle, ancestrale, avait été confirmée. C'est normal de souffrir quand on est une femme. Les années passant, la douleur augmenta. Vers l'âge de 15 ans, il arrivait à Marie de passer des récréations prostrée dans un coin de la cour, hébétée, incapable de retourner en classe quand sonnait la cloche. Sa mère s'inquiéta, elles retournèrent chez le médecin de famille qui prescrivit une batterie de tests. Les échographies se révélèrent normales. Il faut savoir que les lésions d'endométriose peuvent ne pas dépasser 2 mm, ce qui les rend très difficiles à déceler lorsqu'on n'est pas informé. On constata bien un épaississement de la muqueuse utérine, mais qui parut sans gravité. On chercha du côté des reins, des intestins, de la vessie, car Marie enchaînait les cystites. En vain. À tout hasard, on la gava d'antibiotiques. Elle subit une première opération, une cœlioscopie de diagnostic pratiquée par un chirurgien très âgé qui ne trouva rien, si ce n'est 4 trompes, ce qui est bien sûr à peu près impossible. C'est déjà plus probablement des excroissances causées par la maladie. Cela dure des années. Marie devait avoir 23 ans quand sa colocataire qui la regardait se tordre de douleur dans le salon finit par lui dire « Les médecins que tu as pu consulter ne sont peut-être pas à la hauteur. Ce n'est pas normal de souffrir comme ça, tu devrais essayer de consulter un spécialiste à Paris. » Quand on souffre beaucoup, on s'habitue, on finit par accepter la douleur comme une fatalité. Alors entendre simplement une amie prendre son problème au sérieux suffit à remonter le moral de Marie, qui se renseigna et obtint un rendez-vous avec un gynécologue parisien réputé bien connaître la pathologie. Dès le premier examen, il posa le diagnostic et lui dit très franchement « Vous souffrez d'endométriose, la maladie chronique encore très mal connue. Je vais être claire, vous allez être mon cobaye. Nous allons essayer ensemble différents traitements pour tâcher d'éviter d'avoir recours à la chirurgie. » Enfin un mot sur des mots. Marie ne savait pas de quoi il s'agissait, mais son mal avait un nom et c'était déjà beaucoup. Le médecin lui prescrivit d'abord du danazol, un médicament qui n'est quasiment plus prescrit aujourd'hui en raison de ses effets secondaires. En effet, en quelques mois, Marie passa d'une taille 36 à un bon 42 et se couvrit d'acné. Puis il provoqua une ménopause artificielle au moyen de piqûres effectuées chaque mois au premier jour du cycle. À 23 ans, Marie, qui venait de trouver son premier travail et de rencontrer l'homme de sa vie, se retrouvait comme une femme de 60 ans, atteinte de bouffées de chaleur, de migraines et de douleurs articulaires. Mais l'endométriose était jugulée, pour l'instant. Comme je l'ai déjà dit, c'est une maladie hormonodépendante. Elle dépend donc des hormones féminines pour se développer et évolue ainsi par à-coups au fur et à mesure des cycles menstruels. Dans la foulée, le médecin pratiqua tout de même une opération pour coaguler les lésions restantes et dit à Marie lorsqu'elle se réveilla qu'elle ferait mieux de ne pas tarder à essayer d'avoir des enfants. La région gynécologique ayant été nettoyée par l'intervention, c'était le moment. Marie n'était pas prête à avoir un enfant et si elle avait eu le choix, elle aurait sûrement attendu quelques années avant de se lancer. Mais elle et son compagnon décidèrent d'écouter le conseil du médecin et se retrouvèrent jeunes parents à 24 ans à peine. On ne guérit pas de l'endométriose qui est une affection chronique, mais on peut la juguler. On apprend à vivre avec et quoi qu'il arrive, on en gardera des séquelles psychologiques et ou physiques. Il y a des périodes de l'attente qui permettent heureusement de reprendre goût aux choses simples de la vie. Au point que Marie, lorsqu'elle tomba enceinte, ne jugea pas nécessaire d'informer le gynécologue qui la suivait de sa maladie. Après son accouchement, le médecin lui prescrivit une pilule très dosée en progestatif qui s'avéra une chance bénéfique pour elle et 3 années s'écoulèrent sans douleur excessive. Marie se croyait tirée d'affaire, elle voulait oublier. Lorsqu'elle et son mari décidèrent d'avoir un second enfant, elle arrêta la pilule, tomba enceinte rapidement et accoucha d'un beau bébé, un second petit garçon. Malheureusement, elle prit alors une décision qui allait s'avérer très néfaste pour sa santé.
Prenant la pilule depuis plus de 10 ans, gavée de médicaments, elle avait le désir de revenir à un mode de vie plus naturel. Elle demanda à son médecin de lui poser un stérilet en cuivre, c'est-à-dire qui ne diffuse aucune hormone. Elle voulait maigrir, retrouver sa taille de jeune fille, qu'elle était encore il n'y a pas si longtemps. Tout ce qu'elle réussit à provoquer, c'est une véritable descente aux enfers. La douleur revint, les spasmes provoqués par la présence d'un corps étranger dans l'utérus, qui passe presque inaperçu chez la majorité des femmes. Bon, ça par contre, je suis pas très d'accord. Il y a beaucoup de témoignages maintenant de femmes même qui ne sont pas atteintes d'endométriose qui ont énormément de spasmes lors de la pose du stérilet, augmentèrent le phénomène de reflux à l'intérieur des trompes et la dissémination anarchique des cellules de l'utérus dans les autres organes. Pendant 4 ans, elle tenta de supporter la douleur alors que celle-ci devenait de plus en plus invalidante. Peut-être aussi parce qu'elle ne voulait pas y croire. L'endométriose était revenue et la grignotait de l'intérieur. Et ces mots m'ont beaucoup touchée hier parce que moi aussi j'ai arrêté la pilule, ça fait 1 an maintenant, et je me rends compte que c'est de pire en pire. La dernière fois que j'ai eu mes règles, je me suis évanouie au travail alors que ça m'était pas encore vraiment arrivé, même si les douleurs étaient horribles. Enfin bref, ça m'a fait vraiment peur. Marie finit par craquer et alla voir son médecin qui pratiqua une échographie. L'examen révéla la présence d'un énorme kyste sur un ovaire. « Voilà ce qui vous fait souffrir », s'exclama le praticien. Dans la foulée, Marie subit une nouvelle opération, mais un kyste, quand on souffre d'endométriose, ce n'est qu'un symptôme, le signe qu'il y a quelque part bien profondément enfoui un nodule. Le kyste n'est que le fruit du nodule. On peut bien le couper, le fruit repoussera tant qu'on ne réglera pas le problème de fond. En effet, 6 mois plus tard, Marie, pliée en deux par la douleur, était de retour dans le cabinet du médecin. L'échographie révéla un nouveau kyste, aussi gros exactement au même endroit, et Marie dut repasser sur le billard. 6 mois après cette nouvelle opération, la douleur s'était encore intensifiée et Marie était de retour dans le cabinet. Le médecin incrédule l'écouta et énumérait la liste des symptômes dont elle souffrait. Cystite à répétition, saignement hémorragique pendant les règles et intempestif pendant le reste du mois, douleur insoutenable au moment des rapports sexuels. Et puis la sensation d'avoir comme une sciatique, mais sur le devant des cuisses et non seulement à l'arrière. Elle subit une 5e opération au cours de laquelle on confirma le diagnostic. De nombreux kystes et lésions furent supprimés. À ce moment-là, on ignorait que chaque opération est susceptible d'accélérer la propagation de la maladie. Et ça, je ne le savais pas. Des micro-éclats de lésions peuvent ainsi être libérés dans le sang et véhiculés vers d'autres organes. Mais Marie l'ignorait. Et moi c'est pareil, je ne le savais pas. Parce qu'en fait, la dernière option qui me restait, c'était l'opération pour moi. Donc faire recoudre en fait mes lésions. Et voilà, on n'en parle plus pour éviter que voilà, la maladie continue. Sauf qu'en fait, c'est exactement pareil et c'est pour ça qu'il y a autant de cas de récidive lorsque des femmes se font opérer. Maintenant que le médecin avait compris de quoi il s'agissait, Marie se vit de nouveau proposer une ménopause artificielle. Le médecin lui recommanda également de consulter un chirurgien spécialisé car pendant l'opération, il avait repéré un nodule près du rectum. Il ne se sentait pas de taille pour s'y attaquer. La ménopause artificielle ne fonctionna pas comme la première fois, la douleur ne cessait plus. Il arrivait à Marie de ne plus pouvoir marcher, elle ne pouvait pas rester debout plus d'1 quart d'heure d'affilée, ce qui n'était pas très pratique quand on a 2 petits garçons et un travail, ainsi qu'elle me le fit remarquer dans un éclat de rire. Pendant 15 mois, elle prit de la morphine à haute dose. On testa un nouveau traitement, elle repassa sur le billard et cette fois on lui retira les ligaments utérosacrés. Ces ligaments sont très importants car ce sont eux qui soutiennent l'utérus. Mais ils étaient pleins de nodules et provoquaient justement les très vives douleurs pendant les rapports et lors de la marche. L'intestin également était sur le point d'être touché, lui apprit-on au réveil. « Je l'échappais belle », se dit Marie, qui n'était pourtant pas au bout de ses souffrances. Quelques mois plus tard, elle était en effet de retour chez le médecin et l'échographie révélait une récidive. « L'endométriose est vicieuse », me dit-elle un jour. Elle se réinstalle là où on aura du mal à la trouver. Sur les cicatrices des précédentes opérations, près des nerfs également, c'est une maligne. Marie avait suivi tant de traitements différents, dont certains très invasifs et virulents, et pris tellement d'antidouleurs variés depuis son adolescence qu'elle avait développé une résistance à la plupart des médicaments. La douleur ne cédait pas un pouce de terrain. Et ça, c'est un petit peu comme ce que je vous dis depuis que, je sais pas, j'ai 14-15 ans. Je prends en fait des antidouleurs qui ne font plus effet aujourd'hui à mes 23 ans. Un jour qu'elle était chez elle avec ses 2 garçons, Marie, incapable de monter l'escalier pour aller les coucher, s'était roulée en boule au bas des marches en gémissant. Son plus jeune fils, âgé de 5 ans, la regarda terrifié. « Tu vas mourir, maman ?» interrogea-t-il. « Ne dis pas ça », le coupa l'aîné avec toute la sagesse de ses 8 ans. « Je vais t'aider à monter, maman, respire bien fort », dit-il, connaissant les techniques dont elle avait souvent fait usage devant eux. « Cette fois ça suffit », décida Marie, « je ne veux plus leur imposer ça. » Quelques jours plus tard, elle faisait face à son médecin. « Je veux que vous m'enleviez l'utérus. »
car en plus elle souffrait d'adénomiose, une forme rare de la maladie qui se développe dans l'utérus et qui provoque des hémorragies et des douleurs très fortes. L'endométriose touche les femmes dans leur féminité. Il est terrible et à seulement 33 ans de se résoudre à une ablation de l'utérus. Mais Marie était absolument certaine, sûre d'elle, elle ne voulait pas que ces garçons grandissent en la regardant souffrir. Elle était prête, elle n'en pouvait plus de souffrir. Le médecin renacla, il lui proposa une fenêtre thérapeutique de 6 mois, il prolongea 1 fois, 2 fois, il tenta d'adapter les traitements, rien n'y fit. 2 ans plus tard, Marie se faisait retirer l'utérus. Marie, n'ayant plus d'utérus, n'avait plus de règles. Pourtant, les douleurs n'avaient pas pour autant totalement cessé. Et ça m'a... Je me suis dit, attends, on enlève l'utérus, qu'est-ce qu'on peut enlever de plus en fait? En effet, ses ovaires continuaient de libérer chaque mois, comme ils sont programmés pour le faire, des hormones. Et l'endométriose s'est à nouveau développée, cette fois autour de la vessie. Les symptômes digestifs sont apparus, ainsi qu'une incontinence. À même pas 40 ans, il faut avoir du répondant pour surmonter ça. Heureusement, Marie, grâce à l'association, rencontra de nouveaux chirurgiens installés plus près de chez elle, ce qui rendit également le suivi plus facile. Elle subit à 40 ans une 7e opération, au cours de laquelle on lui retira des nodules dans le vagin et le rectum. La vessie étant atteinte, le geste chirurgical était très difficile. L'opération dura 5 heures, le risque en cas d'échec était que Marie soit condamnée à vie, à ne plus pouvoir uriner sans se servir d'une sonde. Heureusement, le chirurgien avait des doigts de fée et le pire fut évité. Je vais pas vous lire le reste parce que c'est quand même assez long, mais en gros, ils expliquent qu'ils ont dû raccourcir son vagin de 2 cm, laissant une très grosse et sensible cicatrice interne, donc elle souffre encore aujourd'hui, et elle a dû arrêter son travail parce que c'était plus possible. Donc voilà, tout ça pour vous dire que toutes ces histoires m'ont fait très très peur, étant donné que... Personnellement, je ne suis plus sous pilule. Donc je laisse en fait la maladie se développer en moi, tandis que si j'étais sous pilule, en fait, ça mettrait mon corps en pause puisque ça ferait croire à mon corps que je suis enceinte alors que je ne le suis pas. En fait, hier, ça m'a achevé ces témoignages et j'étais vraiment en pleurs et je me disais qu'est-ce que je vais faire et tout. Il y a Flo qui me consolait et j'ai décidé de retourner sur une vidéo YouTube que ma maman m'avait envoyée et m'avait dit regarde. C'est une vidéo de Ilia Renon qui m'a énormément reboosté. En fait, je me suis fait une liste avec toutes les choses que je devais faire au naturel, mais j'ai décidé de me battre en fait, de pas forcément céder à la pilule. Alors je vous avais dit sur Instagram que j'avais contacté l'association Endo-France pour être mise en relation avec une spécialiste parce que jusqu'ici toutes les gynécos que j'ai vus n'étaient pas spécialisés et comme on l'explique dans ce livre, je vous mettrai un petit extrait, vous pouvez mettre pause et le lire, on explique en fait que dans les études gynécologiques, on n'étudie pas l'endométriose, c'est juste évoqué en termes d'exemple, mais il y a à peine une page en fait dans les cours, les études vraiment que les médecins doivent apprendre, l'endométriose n'est pas mentionnée et je trouve ça très très grave en fait, genre c'est une maladie qui touche tellement de femmes, on a déjà beaucoup de mal à se faire entendre, à se faire comprendre, mais si en plus même les médecins qu'on va consulter ne nous croient pas, c'est juste ahurissant et je fais cette vidéo pour ça aussi, parce que j'aimerais tellement qu'on trouve un remède qui ne nuise pas à autre chose, comme par exemple les pilules qui peuvent donner lieu à des méningiomes, juste en fait j'ai plus envie de choisir entre le pire du pire. Voilà ouais, je suis vraiment en train de m'inquiéter et de me dire, imagine ça se développe, parce qu'en fait l'endométriose ça peut se développer dans tout le corps, jusqu'à l'œil, jusqu'au poumon, c'est des petites lésions en fait qui parcourent votre corps et je me dis là en fait je suis sans pilule, je laisse le choix en fait à l'endométriose de se développer ou pas. Comme vous le voyez dans les dernières vidéos, je pensais vraiment aller mieux, enfin si en soi ça va mieux quand même grâce à mon autre traitement pour mes soucis d'anxiété, ça va quand même mieux, mais je vous avoue que genre hier j'ai fait une crise d'angoisse et ce matin aussi parce que les mots de ce livre résonnent encore dans ma tête et je pense que j'étais peut-être pas prête à lire ça maintenant, mais dans un autre sens ça m'a donné le déclic d'aller voir justement cette vidéo qui m'a reboostée, qui est pleine d'optimisme. Enfin voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour me confier à vous, pour les personnes aussi qui sont atteintes d'endométriose, voilà. Ne baissez pas les bras, je ne blâme absolument pas les personnes qui prennent la pilule, je sais que parfois on n'a pas le choix, même si moi je pensais vraiment pas avoir le choix, j'ai juste fait ça pour ma santé mais je souffre le martyre en fait, tous les mois c'est horrible, c'est vraiment horrible et là je sais ce qui m'attend donc je suis vraiment pas dans un bon mood et je pense que c'est bien aussi de montrer des fois que tout va pas super bien, tout est pas super rose dans notre vie. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, n'hésitez pas à commenter et puis ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo un petit peu plus joyeuse. Ciao.